Très très ravi de vous retrouver après une longue absence. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Une délégation des membres du Conseil supérieur de l'État libyen dirigée par Dr Masoud Obaïdé, reçue en audience ce matin par le président du Sénat, Dr Haroun Kabadji, au menu des échanges, les questions d'intérêt commun, reportage à suivre dans un instant. Coup d'envoi ce vendredi à Bongor, dans la province du Mayukébi-Est, de l'atelier de dissémination du séminaire national sur la décentralisation par le ministre d'État, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Liman Mamad. Nous parlerons également dans cette édition du chantier du nouveau pont de Chagua où les travaux avancent à grands pas. Comme vous allez le voir, les ouvriers s'activent et les riverains s'impatientent. Bienvenue aux 20h, mesdames et messieurs, bonsoir. Je le disais en titre, une délégation des membres du Conseil supérieur de l'État libyen a été reçue ce matin par le président du Sénat, Dr Haroun Kabadji, au menu des échanges et des questions d'intérêt commun. On nous l'indique dans ce reportage notre reporter Apolline Gani. Cette rencontre illustre un tournant potentiel dans les relations entre la Libye et le Tchad, avec l'espoir d'un avenir fondé sur la solidarité et la collaboration. Au cœur des discussions, la volonté d'améliorer les relations bilatérales entre les deux pays a été clairement exprimée. Depuis l'établissement des nouveaux régimes législatifs, l'accent a été mis sur la création d'une base solide pour renforcer ces liens. Les échanges ont également porté sur des dossiers cruciaux, notamment la situation en Libye, où le dialogue est jugé essentiel pour une résolution pacifique des conflits. La coopération entre les deux pays pourrait jouer un rôle déterminant dans la recherche des solutions aux problèmes libyens, une initiative que les membres de la délégation estiment essentielle à l'amélioration des relations. Le président du Sénat, Dr Haroun Kabadji, a exprimé son enthousiasme face à ces discussions prometteuses. Il a souligné l'importance de travailler ensemble pour bâtir un avenir meilleur pour les deux peuples. Le chef de la délégation des membres du Conseil supérieur de l'État libyen, Dr Masoud Obaïd, a souligné le climat positif de cette rencontre, annonçant ainsi le début d'une ère de coopération renouvelée entre les deux nations. Cette initiative constitue un pas vers un renforcement des liens culturels et économiques, prometteur ainsi un avenir pour les peuples libyens et tchadiens. À l'Assemblée nationale, une session plénière consacrée au projet de loi pour l'avenir économique du pays a lieu ce vendredi sous les auspices du président de l'Assemblée nationale, Ali Koletou Tchaimi. Il s'agit de la ratification de l'ordonnance 012 du 5 août 2025 portant accord entre le gouvernement du Tchad et celui des Émirats arabes unis pour la promotion et la protection réciproque des investissements. Christelle Ngalamdana. Les élites du peuple se sont réunies en session plénière pour examiner et adopter le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 012/PR/2025 du 5 août 2025 portant ratification de l'accord entre le gouvernement du Tchad et celui des Émirats arabes unis. Ceci pour la promotion et la protection réciproque des investissements. Cette loi va redéfinir les relations économiques entre le Tchad et les Émirats arabes unis. L'accord vise également à garantir un cadre juridique stable et équitable pour les investisseurs des deux pays. Le secrétaire d'État aux finances et au budget, Ali Djada Kampar, auditionné par les parlementaires, a défendu de manière professionnelle ce projet de loi tout en mettant l'accent sur les avantages pour l'économie nationale. Le gouvernement émirati est disposé aujourd'hui à nous accompagner dans le cadre du développement de notre pays, dans le cadre d'investissement dans notre pays pour valoriser nos ressources. C'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, nous avons présenté cet accord pour la ratification et nous voudrions montrer notre bonne volonté que notre pays est ouvert aux investissements étrangers et que nous garantissons les investisseurs dans notre pays. Les députés saluent l'initiative et en appellent à une vigilance accrue sur les mécanismes de mise en œuvre et les retombées concrètes pour les entreprises. À l'issue des échanges, le projet de loi est voté par 151 voix pour, 3 contre et 1 abstention.
Après le Logone occidental, le ministre d'État, ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, Liman Mahamat, est arrivé ce vendredi à Bongor, dans le Mayo-Kébi Est. Sur place, il a donné le coup d'envoi de l'atelier de dissémination du séminaire national sur la décentralisation. Remadi Orion-Odette est notre envoyé spécial. Bongor, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi Est, accueille la deuxième étape de l'atelier de dissémination du séminaire national sur la décentralisation après celle de Moundou. Cette étape appelée Poule de Bongor regroupe les provinces du Mayo-Kébi Ouest, de la Tandjilé et du Mayo-Kébi Est. Le président du conseil provincial du Mayo-Kébi Est, Mohamed Ramadan Amin, salue les efforts du gouvernement en faveur du développement local. Selon lui, la machine est déjà lancée, les institutions locales sont installées et fonctionnent et la population commence à percevoir les fruits de cette réforme. Pour le représentant résident du PNUD, Francis James, cet atelier est une opportunité pour l'ensemble des acteurs présents de mieux cerner le contenu de la feuille de route, mais également d'échanger sur les thématiques abordées lors du séminaire sur la décentralisation. S'adressant aux participants, le premier magistrat de la province espère que cette assise va renforcer le développement local et l'unité nationale. Le présent atelier est à jamais l'occasion de cerner clairement les avantages de la décentralisation pour l'amélioration de l'efficacité administrative et l'adaptation aux besoins locaux. Le ministre d'État Liman Mahamat indique que la mobilisation des deux Mayo-Kébi et la Tandjilé démontre que les administrés sont conscients des enjeux majeurs que représente cette réforme pour le devenir des collectivités et le bien-être des populations. Dans son intervention, le ministre d'État, ministre de l'Administration du territoire, a indiqué qu'il compte sur le patriotisme des concernés pour la mise en œuvre effective de la décentralisation. Suivez. Ces provinces, par leur dynamisme économique, leur potentiel agricole et leur diversité culturelle, constituent des piliers essentiels du développement national. Votre rôle dans la réussite de la décentralisation est déterminant. En tant qu'élus locaux, agents déconcentrés et représentants de la société civile, vous êtes les chevilles ouvrières de cette transformation institutionnelle majeure qui placera les collectivités au cœur du développement local. Cet atelier poursuit 3 objectifs majeurs que je tiens à rappeler. D'abord, vous restituez et vulgarisez les principales conclusions et orientations du séminaire national auquel vous n'avez pas pu participer directement, mais dont vous êtes les premiers bénéficiaires et acteurs de mise en œuvre. Ensuite, vous permettre de vous approprier pleinement la feuille de route de la décentralisation afin que chacun de vous puisse situer son rôle, ses responsabilités et sa contribution dans ce processus ambitieux. Enfin, renforcez vos capacités dans la compréhension et l'application pratique du nouveau modèle de décentralisation, notamment en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel, les compétences transférées aux collectivités autonomes et les modalités de leur interaction avec les organes de tutelle et de contrôle. Je compte sur votre sens élevé de responsabilité, sur votre patriotisme et sur votre dévouement pour faire de cette réforme une réussite dans vos provinces respectives. Voilà des propos recueillis par Remadi Orion-Odette. L'inclusion financière de la femme rurale, véritable levier du développement socio-économique du Tchad, c'est le thème de la Journée mondiale de la femme rurale, édition 2025. La cérémonie est présidée par la ministre d'État, ministre de la Femme, Kitoko Gatangolo, en présence des responsables de la province du Chari-Bagirmi. Comme selon Mamat Moussa Diabou. Mandelia, localité située à 50 km au sud de la capitale, est choisie pour célébrer la Journée mondiale de la femme rurale. L'édition de cette année est placée sous le thème « L'inclusion financière de la femme rurale, véritable levier du développement socio-économique du Tchad ». Ce thème met en lumière l'urgence et la nécessité de garantir chaque femme de se développer dans l'économie, affirme la présidente du comité d'organisation Asia Abou. Une occasion pour le représentant du Suède de féliciter et encourager tout un chacun pour l'organisation de cet événement. Un événement est salué par la déléguée générale du gouvernement auprès de la province du Chari-Bagirmi. Cette journée symbolise la reconnaissance du rôle essentiel que joue la femme rurale dans la production agricole, la sécurité alimentaire et la cohésion sociale.
Elle incarne le courage, la résilience et la dignité de notre nation. La ministre d'État, ministre de la Femme, a relevé que cette journée est bénéfique pour la femme rurale. Les femmes rurales sont le cœur battant de nos communautés, mais aussi de notre pays qu'est le Tchad. Elles cultivent nos champs, élèvent nos enfants, maintiennent le lien social et préservent le patrimoine culturel de nos villages. Elles sont la mémoire vivante de nos traditions et la force silencieuse qui soutient la nation tchadienne dans les moments les plus difficiles. Et pourtant, je le dis, et pourtant, ce sont elles qui subissent le plus durement les inégalités économiques, les inégalités sociales, mais aussi les inégalités culturelles. Pendant 4 jours, les femmes venues des différents horizons vont échanger sur des sujets liés au développement socio-économique. La visite guidée dans les différents stands a mis terme à la cérémonie. Tiré de rideau hier après-midi de l'atelier de validation de la politique minière et du plan stratégique de développement du secteur minier présidé par la ministre du pétrole, des mines et de la géologie de l'ONG Alex Naïmbaye. Cette rencontre, comme l'indique notre reporter, est une étape cruciale pour le futur du secteur minier au Tchad. Apolline Gagné. Durant 2 jours, les acteurs du secteur minier, comprenant des représentants du gouvernement, des experts et des acteurs de la société civile, se sont réunis pour examiner minutieusement l'état actuel de la politique minière. Les débats ont permis d'identifier tant les défis que les opportunités qui se présentent. Les documents validés visent à établir un cadre cohérent et transparent qui soutiendra non seulement la croissance économique, mais également la justice sociale et la protection de l'environnement. Le PNUD a exprimé sa volonté de soutenir le gouvernement dans la valorisation de ce potentiel minier, renforçant ainsi l'importance d'une collaboration internationale. Le PNUD, pour sa part, se réjouit d'avoir accompagné le gouvernement dans ce processus et il entend rester un partenaire de confiance pour accompagner cette dynamique dans le cadre plus large de mise en œuvre du plan national de développement Tchad Connexion 2030. La ministre du pétrole, des mines et de la géologie a souligné que les initiatives politiques doivent promouvoir le respect de l'environnement tout en bénéficiant à toutes les communautés. Notre pays se dote maintenant d'un cadre stratégique articulé autour d'axes majeurs tels la bonne gouvernance, la transparence dans la gestion des ressources minières et en conformité avec les standards internationaux, notamment ceux de l'ITIE, la promotion du contenu local et la participation accrue des entreprises et des compétences nationales, la durabilité environnementale et sociale. La mise en œuvre des réformes proposées et l'engagement des différents acteurs sont cruciaux pour transformer cette vision en réalité. Les discussions se poursuivront bien au-delà de cette rencontre car un suivi et une évaluation régulière des impacts des politiques adoptées seront nécessaires pour assurer un développement durable et inclusif du secteur. À l'occasion de la célébration du 80e anniversaire des Nations Unies, le bureau de la représentation de l'organisation au Tchad a organisé une cérémonie commémorative. Le Tchad a été représenté à cette célébration par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Dr Djambaye Evares. On fait le point avec Varilach dans l'instant. 80 ans des Nations Unies, un banquet a été offert aux invités des marques. À l'initiative, la coordination résidente du système des Nations Unies et en sa tête, François Batalingaya, coordonnateur de cette organisation onusienne au Tchad. Une occasion pour lui de présenter ses gratitudes aux invités qui ont effectué le déplacement pour marquer d'une encre indélébile cette cérémonie. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier chaleureusement le gouvernement du Tchad, sous la clairvoyance du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, pour l'hospitalité accordée aux populations déplacées de force en provenance du Soudan, de la République centrafricaine et du Nigeria. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier chaleureusement le gouvernement du Tchad, sous la clairvoyance du maréchal
Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, pour l'hospitalité accordée aux populations déplacées de force en provenance du Soudan, de la République centrafricaine et du Nigeria. Le système des Nations Unies, avec l'appui de ses États membres, restera résolument engagé aux côtés du gouvernement et des populations, à commencer par les communautés hôtes, afin de renforcer leur résilience et de promouvoir des solutions durables. Le système des Nations Unies, avec l'appui de ses États membres, restera résolument engagé aux côtés du gouvernement et des populations, à commencer par les communautés hôtes, afin de renforcer leur résilience et de promouvoir des solutions durables. Le Tchad est représenté à cette rencontre par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Celui-ci reconnaît l'appui détaillé du système des Nations Unies dans l'exécution des projets de développement. Depuis notre adhésion en 1960, nous avons cheminé avec les Nations Unies dans des moments les plus décisifs de notre histoire. Nous avons connu des épreuves, mais à chaque tournant, les Nations Unies ont été présentes, non pas comme une solution extérieure, mais comme un partenaire solidaire engagé à nos côtés pour reconstruire, protéger et espérer. Cette rencontre festive s'achève dans une ambiance bon enfant marquée par le partage des gâteaux, célébrant ainsi les 80 ans des Nations Unies au Tchad. Fin cet après-midi des travaux de formation des chefs des stations provinciales de l'ONAMA, l'Office national des médias audiovisuels. Pendant 2 jours, ils ont renforcé leurs capacités sur les différentes thématiques afin de répondre aux exigences de l'heure face au public de plus en plus exigeant. Plus de détails avec Nodiam Rosine Korode. Les chefs des stations provinciales de l'ONAMA, désormais outillés sur la gestion des ressources humaines, la gestion comptable, les perspectives de la TNT, les manuels de procédures administratives, la production et bien d'autres. C'est un nouveau départ pour ces chefs des stations provinciales, prêts pour changer la donne. Et à ce titre, place aux recommandations et aux remerciements. Nous, chefs de station provinciale de l'ONAMA, prenons l'engagement solennel de mettre en œuvre avec rigueur et dévouement les acquis de la formation, de renforcer la visibilité et la crédibilité des actions du gouvernement au niveau provincial, être dans nos zones respectives des ambassadeurs fidèles de l'esprit de réforme et de la vision portée par le ministère de la Communication et la direction générale de l'ONAMA. Le directeur général de l'Office national des médias audiovisuels s'est réjoui de la réussite de cette formation. Je voudrais dire ma satisfaction. À l'issue des 2 jours de travaux, nous avons touché de fond en comble pratiquement toutes les questions ou toutes les difficultés rencontrées dans l'accomplissement des missions des chefs de station. Nous avons abordé des sujets, des thèmes variés mais importants. Je suis convaincu qu'ils repartiront beaucoup plus outillés qu'avant. Ils repartiront avec un sentiment d'engagement parce que j'ai compris que vraiment ces 2 jours de rencontres-là ont insufflé en eux un sentiment de responsabilité, un sentiment d'engagement et donc un challenge qu'ils se lancent eux-mêmes. Je pense qu'une fois sur le terrain, chacun pourra faire de son mieux pour que les stations brillent de tous les feux. En clôturant cet atelier, la secrétaire générale adjointe du ministère de la Communication exhorte les chefs des stations provinciales à mettre en pratique les connaissances acquises. Cette formation a pour objectif de stimuler votre créativité afin d'innover. Elle vous permet également de vous adapter aux évolutions technologiques et exigences actuelles de l'audiovisuel. Nous vous exhortons donc à appliquer les connaissances acquises durant ces 2 jours et à les partager avec vos équipes pour une grande efficacité. Conscients de la concurrence, les chefs des stations provinciales partent sur le terrain avec de nouvelles orientations données par la direction générale de l'ONAMA pour la bonne marche de leurs stations respectives. Il s'agit pour eux de produire des émissions de qualité et de proposer des programmes attractifs au public.
Un mois politique, les membres de l'Organisation des femmes du mouvement patriotique du Salut ont célébré la promulgation de la nouvelle constitution de la République réunie ce vendredi au ministère des Affaires étrangères. Elles ont salué l'engagement du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno pour la paix et la promotion de la femme tchadienne. C'est la secrétaire générale 3e adjointe qui a donc présidé la cérémonie en présence de la présidente de l'OF-MPS, Mahamat Brahima Bakar. Une rencontre marquée par de danses et des prises de parole fortes traduisant la fierté et la reconnaissance des militants du MPS envers le chef de l'État. La présidente de l'OF-MPS, Amira Idriss Déby Itno, a salué le patriotisme et la vision du président de la République, chef de l'État, qu'elle décrit comme un homme engagé pour la refondation du pays et la promotion du leadership féminin. Une simple réforme institutionnelle, il symbolise la victoire du dialogue, de la cohésion nationale et de la vision éclairée du maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, chef de l'État et président de la République. Cette constitution nouvelle incarne l'espoir d'un Tchad plus fort, plus juste et résolument tourné vers l'avenir. La 3e adjointe du secrétaire général du MPS a réaffirmé la loyauté et la mobilisation de toutes les femmes du MPS pour accompagner le président de la République. La Constitution révisée est porteuse d'espérance, de stabilité et d'un rebond pour notre nation. Cette révision technique, assurée par des experts, est un grand pas politique dans l'histoire de notre pays. Nous avions, certes, et félicitations encore Neloum pour avoir marqué un moment de reconnaissance et d'unité, symbole de rôle croissant que les femmes du MPS entendent jouer dans la construction du Tchad nouveau. Dans l'élément qui va suivre, notre reporter Omaro Abdelkerim Mahamat nous amène ce soir sur le chantier du nouveau pont de Chagua où les travaux avancent à grands pas, les ouvriers s'activent et les riverains s'impatientent. Regardez. Assis majestueusement sur le fleuve Chari, le nouveau pont de Chagua étale sa beauté. Véritable œuvre d'art, ce projet vise à désengorger le trafic de l'ancien pont. C'est un pont à double voie, long de 320 mètres. Avec une portée maximale de 103 mètres et par ses 2,5 km de route, il va se relier à la ville traversant le quartier Walia. Sur le terrain, c'est une équipe dynamique qui s'y active. Le travail évolue bien quand même. Je pense qu'il ne reste même pas beaucoup de choses. Il reste maintenant d'installer l'électricité que vous voyez. On travaille jour et nuit. Maintenant, nous sommes presque à la fin. Il ne reste pas grand-chose. Nous remercions beaucoup le gouvernement, nous remercions également tous les partenaires. Merci également à tous ceux qui nous ont soutenus dans ce travail. De l'autre côté, c'est dire l'ancien pont, les usagers s'expriment. Hâte de voir la finalisation du projet. Nous pensons bien que d'ici quelques mois après, ou quelques semaines après, ça ira déjà une opportunité pour la population de Walia. Ils ont bien construit, c'est vite avancé, ça va nous soulager à propos de l'embouteillage là, parce que l'embouteillage nous fatigue beaucoup. Si seulement on pouvait laisser l'ancien pont aux piétons et le nouveau pont, n'est-ce pas, à ceux qui ont des engins, je crois que la circulation serait fluide. Chaque matin avant d'aller à l'école, le pont est toujours bloqué, donc on a beaucoup de difficultés et on arrive souvent à l'école en retard. Donc c'est une très bonne chose que le nouveau pont soit fini, ainsi nous irons à l'école toujours à l'heure. Le projet vise à soulager un tant soit peu les citoyens, mettant ainsi fin aux embouteillages en facilitant la circulation de personnes et de véhicules entre les quartiers. Alors que les travaux continuent sur ce pont, les habitants de Walia et de Chagua s'impatientent, impatients de voir la réalisation effective du projet. Mais jusqu'à quand?
Selon les équipes techniques rencontrées sur place, nous sommes globalement à 92,5% de réalisation. Un projet, sans doute, un ouf de soulagement pour les habitants de cette zone qui veulent en finir avec les embouteillages et avoir une circulation fluide. Depuis le pont Chagua au-dessus du fleuve Chari, Oumarou Abdelkarim Mahamat pour la télévision nationale. Voilà, merci Oumarou. La direction de lutte contre la maladie, de la vaccination et de la surveillance épidémiologique du ministère de la Santé publique a convié ce matin les blogueurs et les hommes des médias au menu des échanges. La campagne de vaccination contre la poliomyélite prévue du 31 octobre au 2 novembre. Objectif outiller ces derniers sur le bien fondé de cette campagne afin d'atteindre les 5 millions d'enfants ciblés. Thomas Ousmane Djali. Lutte contre la poliomyélite, le ministère de la Santé publique associe les hommes des médias et les blogueurs. Ils y sont conviés pour une session d'échange. Sur la table, la campagne de vaccination prévue du 31 octobre au 2 novembre 2025 en vue d'une communication de masse. Objectif, réaliser une campagne de qualité afin de contrecarrer la route à cette maladie qui fait du mal aux tout-petits et qui n'est évitable que par le vaccin. Les défis sont énormes et les hommes des médias ont un grand rôle à jouer dans cette lutte qui cible pour cette campagne près de 5 millions de enfants de 0 à 59 mois, eux qui méritent de pouvoir marcher, courir et jouer sans craindre la paralysie. Nous comptons sur votre soutien afin que l'information sur cette campagne de vaccination soit diffusée sur les différentes zones et que toute la population soit sensibilisée pour une adhésion massive à cette campagne. Les questions-réponses qui ont meublé les échanges ont permis aux participants d'avoir une large vision, surtout claire, pour mieux mener la bataille aux côtés du gouvernement. Chaque enfant recevra 2 gouttes de chaque vaccin en raison des 2 types de poliomyélite identifiés. Et la répétition de la prise des vaccins n'a aucun effet néfaste sur la santé des enfants. Une affirmation ferme des acteurs de la santé qui vient ôter le doute sur les rumeurs et la désinformation autour du vaccin. L'armée de l'air, en collaboration avec la Ligue tchadienne contre le cancer, a organisé une conférence débat ce matin à la base aérienne Sergent Adjikosé, une rencontre dédiée à la prévention et au dépistage précoce des cancers les plus fréquents. Chantal Amkakaï. Dans le cadre d'Octobre Rose et Novembre Bleu, consacré à la lutte contre les cancers féminins et masculins, la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer est allée à la rencontre de l'armée de l'air. Une mobilisation qui vise à sensibiliser le personnel de l'armée de l'air tchadienne sur cette pathologie qui ne cesse d'endeuiller les familles. Le dépistage précoce du cancer, les causes, les symptômes et la prévention ont fait l'objet d'une conférence débat, en présence de plusieurs invités. À cette occasion, le président de la Ligue, Dr Manikassé Palouma, a fait une présentation détaillée sur le cancer du sein, du col de l'utérus et de la prostate. Ça doit être systématique. C'est un quotidien systématique. C'est pour ça qu'on a projeté le taux palpation. C'est pour dire que c'est un geste simple et que tout le monde doit faire, toutes les femmes doivent faire. Quand vous avez commencé à trouver déjà une masse au niveau du sein, c'est que vous avez déjà 10 ans. Et nous ne voulons pas que ça soit comme ça. Avec le dépistage précoce, on peut dépister avant cette dimension-là. Voilà notre stratégie. À la faveur de cette conférence, les participants ont échangé avec le conférencier sur l'évolution de la maladie et le traitement approprié. Dans le même ordre d'idées, l'association Donnons-nous la main a organisé ce vendredi 24 octobre à la banque commerciale du Chari un café rose placé sous le thème « Ensemble, faisons de la santé notre capital le plus précieux ». L'objectif est de sensibiliser le personnel de la dite institution sur les risques liés au cancer, surtout les mesures de prévention. Adnélie Sonia. La sensibilisation sur la prévention contre le cancer du sein se poursuit. Autour d'un café rose placé sous le thème « Ensemble, faisons de la santé notre capital le plus précieux », l'association Donnons-nous la main a visé une institution bancaire de la place, notamment le personnel féminin de la banque commerciale du Chari. Victime de cette maladie durant quelques années, après guérison, la présidente de cette association démontre que le cancer est guérissable. En voulant combattre cette maladie, non plus pour moi, mais maintenant avec moi. Vous êtes d'accord maintenant de combattre cette maladie avec moi en signant ce partenariat avec Donama, en rejoignant ma cause, en luttant avec moi
J'ai vaincu la maladie quand vous étiez avec moi. Je vaincrai la cause puisque vous seriez avec moi. Touché par ce geste, le directeur général de la BCC, Haïtem Ali Aboursouel, remercie la présidente et l'exhorte à continuer de lutter contre le cancer. La chef du département digital de la BCC, Bouchra Abdelkerim Ndiaye, a rendu hommage à la présidente de Donnons-nous la main pour sa détermination qui sert d'exemple. Lutter contre le cancer du sein doit être le combat de tous. Ainsi, une signature de convention a permis aux deux parties de confirmer leur engagement. Santé toujours, parlons cette fois de la consommation du cube magique qui a des conséquences néfastes sur la santé humaine. Selon certaines sources, même si cet arôme donne de la saveur aux différents mets. Diane Altinga nous en dit plus. Présent dans plusieurs mets tchadiens, l'arôme magie est un aliment industrialisé d'origine russe. De quoi est-il concrètement composé? La réponse avec cet expert en sécurité sanitaire des aliments. L'arôme magie, c'est un bouillon industrialisé qui a été mis au point depuis 1908 par un entrepreneur. Donc c'est le nom d'une personne, Julius Magie. Donc il avait eu l'idée de proposer à la consommation de la population des aliments savoureux et nutritifs. Et donc c'est essentiellement un aliment composé de sel, des arômes et également des plantes. Notamment c'est cette molécule-là qui fait que voilà, on a toujours ce goût, cette addiction du goût-là. Donc là, au fur et à mesure, dès la première consommation, on a envie de le manger et ainsi de suite. Tout excès nuit. Cet ingrédient devenu incontestable dans l'art culinaire n'est pas sans conséquence dans l'organisme humain. L'expert en sécurité sanitaire des aliments se prononce. Certaines personnes qui, à l'heure de manger, s'exposent également à des troubles digestifs, à des palpitations ou encore à des maux de tête aussi pour certaines personnes. Et surtout pour le sel, je tiens aussi à dire qu'il y a également le risque d'avoir des membres au niveau des pieds ou bien des mains qui s'enflent, ce qu'on appelle des rétentions d'eau, qui est aussi très récurrent sur les consommateurs également. Voilà, Dr Cody Laurent est clair. Il est donc préférable que les consommateurs mesurent les risques auxquels ils sont exposés. Et ce, afin de contrecarrer certaines pathologies liées à la consommation de ces produits qui entrent dans la préparation de nos différents plats au Tchad et partout dans le monde. Pourtant, l'on a l'habitude de dire que le néré a les mêmes valeurs nutritives que le cube magie. Merci Diane, le message est passé. Une cérémonie de remise des machines à coudre a lieu ce vendredi à la Maison nationale de la femme au profit des organisations des survivantes des violences basées sur le genre des 7e et 8e arrondissements. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet de réinsertion socio-économique des survivantes du VBG, mise en œuvre par la Maison nationale de la femme avec le soutien de l'UNICEF. Un geste qui vise donc à renforcer l'autonomie économique de ces femmes et à leur offrir une nouvelle chance de reconstruction et de dignité. Kellou Daoula Adou. Cette remise symbolique des matériels de travail marque une étape importante dans la mise en œuvre du projet de réinsertion socio-économique des survivants des VBG, qui prévoit également des formations professionnelles et un accompagnement psychosocial. La représentante de l'UNICEF, Françoise Kediago, par ailleurs chargée de protection de l'enfant, salue cette initiative et réaffirme son engagement à accompagner le gouvernement tchadien dans la lutte contre les violences faites aux femmes et à promouvoir l'égalité des genres. La directrice de la Maison nationale de la femme, quant à elle, adresse un message fort aux survivants des VBG, tout en assurant son soutien et son engagement à chaque étape des actions défavorisant leur réinsertion. Chers bénéficiaires, ces machines à coudre vous ont destiné dans le cadre de votre autonomisation. Et je vous rassure qu'au niveau de la Maison nationale de la femme, à travers la direction d'appui psychosocial, nous sommes là disponibles pour vous accompagner dans toutes vos démarches. Et la Maison nationale de la femme sera ouverte pour vous et vous êtes nos ambassadrices au sein de votre communauté dans le cadre de la sensibilisation sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Les bénéficiaires très émus
ont exprimé leur gratitude envers la Maison nationale de la femme et son partenaire l'UNICEF. Pour elles, ces machines à coudre représentent une nouvelle chance et leur permettront de bâtir un avenir meilleur. Construit depuis 2010 en vue d'offrir un meilleur cadre d'études aux étudiants, le campus bien équipé de l'université de Toukoura n'est toujours pas opérationnel. Pour d'amples explications sur les raisons que nombre d'étudiants se posent, je vous invite à suivre le professeur Mamaté Issa Hassan, directeur général du Centre national des œuvres universitaires. C'est nous, dans des propos recueillis par Njenom Josiane Laougui. C'est un début de l'année académique. Une période qui comporte avec beaucoup de difficultés, mais on fait de notre mieux pour servir les étudiants. La restauration va commencer le 1er novembre et les autres activités vont arriver progressivement. Le campus, c'est un site qui a 2 bâtiments. Chaque bâtiment a 150 chambres et chaque chambre peut accueillir 2 étudiants. Donc un total de 600 places pour accueillir les étudiants. Pour faire fonctionner ces logements, faire 3 actions. D'abord, c'est la réhabilitation, comme c'est construit en 2010. Donc, il y a des dégradations qui sont constatées. Deuxième action, c'est élaborer des critères équitables et clairs d'accès à ces logements. Et la troisième action, c'est d'assurer la logistique, comme la disponibilité de l'eau, électricité, nettoyage, sécurité. On a travaillé et fini avec les 2 actions. Mais la troisième, qui demande beaucoup de budget. Et avec notre budget actuel, c'est un peu difficile à raison de l'augmentation des étudiants. À titre d'exemple, l'année académique 2024-25, on a eu une augmentation de 30 000 étudiants supplémentaires au niveau national. L'ONG Qatar Charity vole au secours des personnes vulnérables avec un don de 50 moulins et 100 fauteuils électriques remis ce matin au ministère de l'Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, dont réceptionné par le directeur de la Solidarité du dit ministère, Mamat Brahima Bakar. Un don composé de 50 moulins et de 100 fauteuils électriques, destiné à appuyer le ministère de l'Action sociale en faveur des personnes vulnérables ont été remis gracieusement par l'ONG Qatar Charity. Le directeur de programme de Qatar Charity a rappelé que ce geste s'inscrit dans la continuité de la coopération entre son organisation et le gouvernement tchadien. Ce don illustre une volonté forte de promouvoir l'inclusion sociale, l'autonomie des personnes vivant avec un handicap et le renforcement des capacités communautaires. Recevant les matériels, le directeur de la Solidarité a rassuré que ces équipements seront utilisés de manière optimale pour répondre aux besoins des bénéficiaires. Je voulais aussi vous rassurer que nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ces outils arrivent à destination des personnes nécessiteuses et qui pourra apporter un impact sur leur quotidien. Ces gestes de Qatar Charity vient une fois de plus témoigner son engagement constant en faveur du développement social et de la solidarité humaine. Dans la province du Lac, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance enrichit également la chaîne de solidarité avec 13 engins à 2 roues destinés à la délégation sanitaire. L'objectif est de renforcer la mobilité des agents de santé dans les zones reculées de la province. Lardi Hortense. Ces motos offertes par l'UNICEF visent à faciliter la mobilité des agents de santé communautaires, notamment dans les zones difficiles d'accès de la province du Lac. Elles permettront un meilleur suivi des campagnes de vaccination, des activités de sensibilisation des populations nomades et insulaires. Selon le représentant de l'UNICEF au sous-bureau de Bol, Dr Thibaut Fourier, ces motos serviront à l'amélioration des qualités de soins dans les centres de santé, mais surtout la prise en charge des enfants et des femmes enceintes et aussi à faciliter les activités de vaccination dans les zones isolées. Président de la cérémonie, le secrétaire général de la province du Lac,
Ndjilema Mitterrand a salué ces gestes humanitaires qui viennent appuyer les efforts du gouvernement dans le renforcement du système de santé. Pour le secrétaire général de la province, ces moyens roulants faciliteront la mobilité des agents de centres de santé dans leurs activités. Ndjilema Mitterrand a exhorté les bénéficiaires à faire un bon usage. Pour sa part, le délégué provincial de la santé et de prévention du lac, Dr Koulmili Sam, ces motos vont renforcer la capacité d'intervention rapide, notamment lors des urgences et des campagnes de vaccination. Il a rassuré les autorités de la bonne gestion de ces moyens. Ce don de l'UNICEF à la délégation sanitaire du lac témoigne la solidarité et l'engagement des partenaires au développement envers le gouvernement et les couches vulnérables. Parlons à présent en gastronomie avec la 3e édition qui s'est ouverte hier à l'espace Talino Mano à l'initiative de l'Office national pour la promotion du tourisme, de la culture et de l'artisanat. Un rendez-vous qui célèbre la diversité culinaire et les talents des chefs. Reportage Denis Dol-Neoudou. Un peuple, une culture, tous réunis autour d'un même objectif, la gastronomie. Durant 4 jours, les 23 provinces du Tchad feront la promotion du patrimoine culinaire tchadien, offrant l'occasion au public de découvrir et de déguster des plats locaux à travers des expositions-ventes. Le président du comité d'organisation nous explique l'intérêt et la portée de l'événement. Chaque plat racontera une histoire. Chaque recette portera la mémoire d'un peuple. Chaque saveur exprimera notre identité commune. Prestations musicales et danses traditionnelles ont marqué le temps fort de cette cérémonie. Le représentant du ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, dans son allocution, félicite le comité d'organisation. En honorant notre art culinaire, nous rendons hommage à nos mères, à nos artisans, à nos producteurs, à nos restaurateurs et à toutes celles et ceux qui, dans le silence du quotidien, perpétuent la mémoire gustative de notre nation. Les exposants sont visiblement heureux de représenter leur région. Des stands sont garnis des mets et des boissons locales. Le libre choix est donc laissé aux consommateurs. La journée gastronomique de cette année, je crois que c'est bien organisé et Inch'Allah, on va aussi finir bien. Une visite guidée a permis au public de découvrir les divers menus exposés, représentant ainsi les différentes provinces du pays. Point de presse ce matin du président du comité d'organisation du congrès du CNJT prévu à Béché dans la province du Ouadaï. Mohamed Maki Adam s'est prononcé sur cette rencontre grandiose qui vise à mettre en place une nouvelle équipe dirigeante. Je vous invite à suivre un extrait de son intervention. Le congrès ordinaire du CNJT va se tenir le 27 et 28 octobre 2025 à Abéché, dans la province du Ouadaï. Le comité d'organisation a statué et examiné une rigueur les listes présentées par les différentes coalitions de jeunes et respectant les critères suivants. Conformité aux textes régissant le CNJT, complétude des dossiers administratifs, validité des mandats d'organisation, respect des conditions d'âge et de nationalité, vérification des antécédents et moralité. Liste examinée. Liste numéro 1, coalition jeunesse et synergie, tête de liste, Abakar Alamine Dangaya. Liste numéro 2, un nouveau souffle pour la jeunesse, Moutarde Bonheur. Liste numéro 3, nouvelle alliance des jeunes pour le développement du Tchad, M. Ahmad Adoum Suleiman. Liste numéro 4, Alliance pour la paix et l'excellence de la jeunesse, Madame Mandiji Ala Maïkar. Le comité salue l'esprit de collaboration des candidats ayant participé avec grande mobilisation et surtout leur disponibilité à répondre aux appels récurrents du comité d'organisation. Finale du concours de la langue chinoise dans la grande salle Mamate Hissène de l'ONAMA, un concours qui a réuni autour de la table les Chinois résidant au Tchad. C'est un rendez-vous culturel où les deux pays ont fait preuve de métissage de culture. Oumarou Abdelkirim Mahamat.
C'est une ambiance de taille dans cette grande salle remplie et qui vibre au rythme de la compétition chinoise. Au-delà de l'aspect musical, ce concours encourage les jeunes à apprendre la langue chinoise, à mieux s'ouvrir à une culture riche et millénaire. Une initiative encourageante pour le Tchad qui veut un métissage culturel plus large, divers et diversifié. Le Tchad entend renforcer donc davantage ses relations avec la Chine. À la fin de la cérémonie, quelques attestations ont été remises aux participants et aux vainqueurs. Voilà, et nous bouclons la boucle avec ce communiqué de la coordination des partis politiques, les souverainistes. La coordination des partis politiques, les souverainistes, ayant appris avec stupéfaction le communiqué du GCAP relatif à la suspension de ses activités politiques, souligne que la coordination, les souverainistes considèrent qu'une telle prise de position est un non-événement et qu'il n'entache en rien le processus démocratique en cours porté par le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Aussi, la coordination Les Souverainistes rappelle sur le droit du GCAP et ses choix politiques. Les partis alliés rappellent que le groupe de concertation des acteurs politiques, comme tout regroupement de partis, est libre de ses choix, de ses opinions et de ses stratégies politiques. Cette liberté d'expression et d'organisation garantie par la Constitution et les lois de la République est pleinement respectée. Le choix du GCAP de se retirer temporairement de la scène politique relève donc de sa seule responsabilité et illustre paradoxalement l'existence même de cette liberté politique qu'il prétend voir confisquée. Sur la nature et la représentativité du GCAP, le GCAP rappelle que le GCAP, il faut le rappeler, indique qu'une minorité des partis politiques souvent créés dans le sillage de la transition démocratique est portée par la volonté d'ouverture et de pluralisme que les partis alliés ont toujours encouragé. Cette diversité donc politique au Tchad est le fruit d'un engagement profond en faveur de la démocratie et non d'une quelconque répression. Le GCAP est libre d'exister et d'exprimer et d'agir dans le respect de la loi, mais il doit aussi reconnaître qu'il ne saurait prétendre représenter à lui seul la voix du peuple tchadien. Sur les activités réelles du GCAP, depuis sa création, le GCAP, souligne le communiqué, n'a mené aucune action politique concrète sur le terrain, aucun siège permanent, aucun enracinement local ou base militante réelle, aucun programme de société cohérent ou projet alternatif. Ses principales activités se limitent à la publication répétée de communiqués et de tracts, souvent marqués par la dénonciation systématique, l'invective et la désinformation. La critique est légitime en démocratie, mais elle devient stérile lorsqu'elle se réduit à insulter, dénigrer et souhaiter le malheur du pays au lieu de proposer des solutions constructives pour son développement. Poursuit le communiqué. Sur la participation au processus électoraux, la vocation première d'un parti politique est de concourir au suffrage universel pour accéder démocratiquement au pouvoir. Or, aucun des partis membres du GCAP n'a jamais présenté le candidat à la présidentielle, aux législatives, aux sénatoriales, ni même aux élections communales ou provinciales. Refuser systématiquement la compétition électorale tout en prétendant défendre la démocratie est un paradoxe majeur. On ne peut contester un système auquel on refuse d'appartenir.
Sur le référendum constitutionnel, lors du référendum constitutionnel, le GECAP a choisi de boycotter le scrutin et d'appeler les citoyens à l'abstention. Il est donc pour le moins incohérent qu'il se présente aujourd'hui comme le défenseur d'une constitution adoptée par le peuple et qu'il a lui-même refusé de soutenir par les urnes. La souveraineté populaire s'exprime dans les urnes, non dans les communiqués. Le peuple tchadien libre et souverain a tranché par son vote. Cette décision s'impose donc à tous dans le respect de la légalité républicaine. Sur la suspension de leurs activités politiques, si le GECAP choisit de faire une pause dans ses déclarations et ses communiqués redondants, cela relève de sa liberté d'action et démontre justement que nul n'est empêché d'exercer ses droits politiques au Tchad. Mais comme le rappelle un adage bien connu, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. On ne peut se plaindre des manques d'espace politique lorsqu'on s'en exclut volontairement par le refus du dialogue, de la participation et de la responsabilité. À la signature donc de ce communiqué, le coordinateur national, honorable Maloum Yoboïde Ndjeraki. Voilà, c'est la fin donc de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de week-end à toutes et à tous. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir.